Blanchette, là. Ça enregistre. Tiberius, il va aussi donner un genre de petit feedback, là, c'est quoi Sensorica? Parce qu'il a déjà parlé, mais là, on a un petit refresh. Puis où est-ce qu'ils en sont rendus présentement? Parce que ça a bougé pas mal, je pense. Je ne sais pas trop quoi, mais ça me semble que ça a bougé pas mal. Donc, Tibi, quand tu seras prêt. T'es prêt? Ok, vas-y. Merci, Ali. Alors, tu peux y dire de partir l'acquisition. OK. Puis ça va faire un petit refresh. Bonjour, alors mon nom est Tiberius. Je travaille dans le réseau Sensorica, qui est un réseau d'ingénieurs, de patenteux, de scientifiques. Et on travaille tous ensemble sur du open source. Ça veut dire qu'on développe, des capteurs et des systèmes intelligents et des pompes et des affaires comme ça en équipe à travers le monde. Et vous allez avoir maintenant une démonstration live de ce que ça veut dire la collaboration à travers le monde pour le open source. Et donc là, ce soir, je vais vous présenter deux patentes qu'on a faites ensemble. C'est du open source, ça veut dire que tout le monde peut aller copier le design puis le faire. Vous pouvez le faire vous-même à la maison. Et si vous voulez vous sauver du temps ou si vous n'avez pas envie de le faire, on peut vous le vendre. Donc, comme ça, on se rémunère pour le travail qu'on met là-dessus. Alors, deux choses que je vais vous présenter en ce moment. La première chose, c'est ce qu'on appelle le Garden Manager. Oups, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Je vais retourner chez... Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, ici? Oui, c'est la tradition. Ok, ça va, je l'ai, oui. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le Garden Manager. Alors, c'est un système intelligent qui contrôle les jardins à la maison. Alors, ça prend... je vais vous montrer le prototype qui roule en ce moment. Il roule à la maison chez John. Et John habite en Australie. Et il est maintenant live sur le chat avec nous et il contrôle le système. Et donc, c'est exactement ce système-là qu'on voit ici, qui est dans son appartement. Et là, il chatte avec nous en ce moment. Il est composé d'un contrôleur qui est un petit circuit qui fait la grandeur du pouce. C'est à peu près de cette grandeur-là. Qui est relié à un micro-ordinateur. Cette boîte-là, on la tient dans la main, c'est un ordinateur. Ça, c'est les batteries. Ça, c'est un pot de plantes que vous avez avec des capteurs à l'intérieur. Ça, c'est un écran qui peut nous donner de l'information sur place. Ça, c'est du Raspberry Pi. Ça, c'est du Arduino Nano. OK? Tu connais ça, toi, un peu? Il y a des capteurs, ça fonctionne en batterie. Ça consomme très peu d'énergie et l'idée, c'est de le faire fonctionner à l'énergie solaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce système intelligent-là? Il a des capteurs d'humidité, de température, de niveau d'eau, de luminosité dans la chambre. Et donc, il prend de l'information de l'environnement, il prend des décisions pour arroser votre jardin, pour mettre plus de nutriments, par exemple, dans l'arrosage pour nourrir les plantes. Et donc, l'idée principale de ce système-là, premièrement, c'est un système qui pourrait s'appliquer à l'aquaponie, à l'hydroponie, qui pourrait s'appliquer au permaculteur intelligent, qui peut aller aussi dans les serres de Normand, par exemple. Le premier marché maintenant le besoin qu'on veut régler en ce moment, c'est l'agriculture urbaine. Ça veut dire les gens qui ont des petits jardins derrière leur maison en ville. Ils ne doivent pas nécessairement mettre beaucoup de temps pour leur jardin. Ils peuvent partir en vacances puis avoir ce système-là, rouler en permanence et prendre soin de leur jardin. Donc, si je reviens maintenant
à la page, ok, c'est ici. Ce qu'on va voir, c'est le système en train de rouler en temps réel. Donc on a un rafraîchissement des données à chaque 10 secondes, parce que je l'ai cité ici en bas de la page ici, 10 secondes. Et ce qu'on voit, c'est des données, c'est les données en temps réel qui nous arrivent de cette plante-là, qui est chez John, en Australie. Donc, il nous donne de l'information sur la lumière dans sa maison, il nous donne de l'information sur l'humidité, il nous donne aussi de l'information sur la température dans sa chambre, puis ça, c'est de l'information sur la pompe qui arrose les plantes. Okay? On n'a absolument rien inventé ici. Puis c'est vraiment l'esprit du open source. Alors, on est allé chercher des modules, du software, on a tout mis ça ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait. On l'a fait nous aussi, comme d'autres à travers le monde. Puis là, maintenant, il s'agit de le packager dans quelque chose qui nécessite plus de la manipulation, que les gens peuvent juste amener chez eux, plugger ça ou mettre une cellule photosensible, puis oublier ça là. Puis une fois de temps en temps, ils vont checker leur jardin, comment ça marche, mais l'idée c'est ça, c'est d'automatiser un peu l'agriculture urbaine ou l'agriculture à la maison. Là, je vais dire à John, il est avec nous en direct, je vais lui dire de couvrir la lumière. Non, c'est parce qu'il y a 12 heures de différence. Il est matinal. Il est en Chine. Il est 10 heures. Il est en Bangkok. Ok, je viens juste de lui dire de faire quelque chose avec les senseurs. Probablement qu'il va cacher la lumière, ou il va peut-être jouer avec il va peut-être tirer le senseur d'humidité de la plante pour voir le départ de la pompe. Quelle langue? Et voilà, il vient de le faire. Donc on a ici un point. On a un point de l'humidité, ça veut dire qu'il a probablement placé le capteur dans la plante ou quelque chose comme ça. Benoît, si tu vas là, puis tu peux lui dire de cacher la lumière. Il va peut-être... on va voir un pic. Ah voilà, il vient de le faire. Ok. Donc c'est ça. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que il n'est pas fini ce truc-là. Comme vous avez vu ici les photos, c'est un système qui se tient encore avec des fils sur la table, tout ça. On est en train de le mettre ensemble. Il fonctionne, ce qu'on voit qu'il fonctionne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il nous envoie des données sur l'Internet. Donc la prochaine étape, c'est de vous donner l'accès, d'avoir ces données-là en temps réel sur votre cellulaire, et de pouvoir aussi interagir à distance. Donc si vous êtes en vacances, vous voulez voir comment votre jardin va, vous avez toute l'historique de qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a plu, est-ce qu'il y a eu du soleil, et vous pouvez aussi dire, ok, je vais arroser maintenant, puis vous n'avez pas besoin d'être à la maison. Vous pouvez avoir aussi une caméra sur votre jardin, donc ça, vous voyez l'image, en même temps vous pouvez interagir, puis vous avez toute l'historique de ce que le jardin fait. Ça, c'est une présentation qu'on a faite... oups. Ça, c'est une présentation qu'on a faite à EcoHack. C'est un regroupement de patenteux à Montréal. Et donc, qui présente un peu le système que nous, on a ici chez Sensorica dans le laboratoire. Donc, c'est un système très, très simple qui est fait pour la maison, qui a un capteur, qui a un Arduino, une pompe pour l'arrosage. Et ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'il a été programmé de manière à utiliser vraiment, vraiment peu d'énergie. Donc, s'il n'y a rien qui se passe dans l'environnement, lui, il va se mettre à dormir. Et du coup, il y a quelque chose, un événement qui se passe, il n'y a pas assez d'eau ou pas assez de lumière, il va se réveiller, il va aller voir s'il a assez d'énergie pour pouvoir pomper de l'eau, il va voir s'il y a assez d'eau dans le tank pour le pomper, et si toutes ces choses-là sont bien, ben alors il va faire l'action. S'il a assez de jus dans la batterie ou s'il a assez d'eau, il va faire une action. Sinon, il va nous envoyer un message en disant il y a quelque chose qui ne marche pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'énergie, je vais attendre que le soleil se lève pour recharger ma batterie avant d'agir. Donc c'est un peu le schéma, et vous pouvez voir le système en fait ici. Donc à l'instant même, on a deux prototypes. Il y en a un qui est développé chez Sensorica par un gars qui s'appelle César,
Et il y a le système de John qu'on a vu live, qu'on a vu marcher, qui est en train de se développer en Australie. Et la prochaine étape maintenant, c'est de les mettre ensemble puis de faire quelque chose de plus robuste, quelque chose de plus complet aussi. Et voilà, ça c'est donc le Garden Manager. On commence avec l'agriculture d'appartements, l'agriculture de murs verts. On commence aussi avec l'agriculture urbaine, les gens dans les jardins, donc ça on va à l'extérieur. Et une fois qu'on apprend comment faire des produits stables, on va tranquillement migrer vers des producteurs comme Normand et d'autres gens, donc des applications plus industrielles. Donc Normand, il pourrait être ici, puis sur son cellulaire, voir comment sa salade vit dans sa serre. Une autre chose que je veux présenter, c'est une pompe qui va avec ce projet-là. C'est une pompe que nous avons... donc voilà, le système continue, il se rafraîchit à chaque 10 secondes. Et donc, quand on a commencé la présentation, on a commencé la prise de données. John, il a juste mis le système en ligne. Et ça, c'est toute l'historique des données qu'on voit maintenant. Alors, l'autre chose, c'est la pompe. C'est une pompe à piezo. Donc, je vais aller directement, probablement, c'est ça, je vais aller ici. Et on est parti d'une idée. Encore une fois, on n'a pas grand-chose inventé. Ce système-là existe déjà sur l'Internet. On a juste refait. Et on a fait une pompe qui est entièrement imprimée en 3D. Okay? Donc, ça ne nous coûte pas grand-chose. Ce que vous voyez ici, c'est le premier prototype. C'est celle-là que je vais faire circuler. Vous pouvez l'ouvrir. Faites attention si on peut casser. Je vous donne celle-là parce que c'est le plus gros morceau qu'on a fait. On a commencé avec quelque chose de plus gros. Et ensuite, on a réduit ce morceau-là à quelque chose d'un petit peu plus petit qu'on a testé, en fait, en laboratoire. Juste pour voir si ça marchait. Okay, celle-là n'a jamais été testée. On a réduit le volume parce qu'on pensait que c'était un peu trop gros. Et celle-là, on l'a testé en laboratoire, donc ça pompe de l'eau. Mais ça pompe vraiment des petites quantités d'eau. Et finalement, ce qu'on s'est dit... Ensuite, ici, vous voyez les images de comment est-ce que l'objet a été placé dans l'imprimante 3D. Ça, c'est une représentation 3D de ce... merci. C'est une représentation 3D. Hein, c'est ce qu'on donne à l'imprimante pour imprimer cette patente-là. Okay. Vous avez ici les pièces qui sortaient de l'imprimante. C'est la pièce que vous avez entre vos mains qui a été imprimée. C'est ça, c'est un autre type d'imprimante. Ouais. Qui part avec un polymère liquide. Et ce polymère-là durcit au contact de la lumière ultraviolet, UV. Donc ça devient solide. Et ensuite, on s'est dit... j'ai passé une soirée avec Benoît à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait réduire la grandeur de la pompe, mais en même temps augmenter son volume. Donc ce que vous voyez ici, c'est le résultat. Ça pompe le même volume que ça. Et donc ça aussi, on l'a imprimé en 3D. Je l'ai imprimé hier. Ça n'a pas été testé, mais étant donné qu'elle marche, c'est basé exactement sur le même principe. Donc il y a une cellule comme ça à l'intérieur. Okay? Mais ça fait la job. Okay? Et ce qui est intéressant avec cette mini-pompe-là, qui fait le même volume que celle-là, elle pousse le même volume d'eau que celle-là. Tiberius, là, le petit morceau que tu as là, ouais. Ça fait la même chose que le gros morceau que là. Ça pousse le même volume d'eau que... C'est pas lui qui est dans l'autre, là. C'est vraiment lui, il fait la même job. Disons que dans ce module-là, il y a deux piézos, okay, deux membranes piézo, deux disques piézo. Okay. On en met une par-dessus puis une ici. Et dans ça, il y a les mêmes deux piézos. Okay. Et donc, l'idée, c'est que ça fait la même job parce que c'est le même actuateur, c'est le même moteur qui vibre à l'intérieur, donc ça fait le même volume, mais dans un format plus petit. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est très modulaire, donc on peut les stacker l'un par-dessus l'autre. Okay? Et de cette façon-là, on a un système fluidique qui est mis en parallèle, donc à chaque fois qu'on en rajoute un étage, on rajoute du volume. Okay? Donc, si on prend des stacks comme ça, on pourrait peut-être mettre dans le même volume une dizaine, okay, comme ça, une dizaine.
Et donc, ça fait 10 fois le volume qu'elle peut pousser. Okay? Et c'est complètement modulaire, donc les gens, ils pourraient... C'est vous autres qui avez inventé ça, la petite là? Ben, on n'a pas inventé le piezo, on n'a pas inventé... Non, mais... L'assemblage, oui. Ben, Oui. est-ce que ça s'appelle de l'invention? Ben, Bon, on est allé avec Benoît sur Internet, on a vu d'autres idées, on a mis ça ensemble. C'est différent de ce qu'on a vu, ok? On a comme rajouté quelque chose d'autre, ok? Mais je me sens mal quand je bâtis sur les idées des autres pour m'appeler un inventeur. Cette version-là, oui. Bon. On peut dire que la version... Il y a une différence de ce qu'on a vu, ok? Mais on s'est inspiré de ce qu'il y avait sur Internet. Et donc, c'est complètement modulaire. Alors, si les gens veulent pousser des petits volumes de fluide, ils peuvent seulement se fabriquer eux-mêmes ou acheter de nous un petit module comme ça. Ou s'ils veulent pousser de l'eau dans le système de César, qui est un système pour les plantes à la maison, pour arroser les plantes à la maison, ben, il pourra stocker une dizaine ou une vingtaine de petites affaires comme ça. Puis, au lieu d'utiliser une pompe électromécanique qui tourne et qui est vraiment pas efficace parce que ça génère énormément de chaleur, on peut utiliser une pompe comme ça qui peut être alimentée par une cellule photovoltaïque. Donc c'est ça l'avantage, c'est que premièrement elle est modulaire, donc on choisit le volume en fonction de combien on met l'un par-dessus l'autre. Et l'avantage aussi c'est que ça consomme très peu d'énergie. Okay? Et voilà. Une petite question, Tiberius. Oui. Ben, c'est pas une question, en fait, c'est plutôt une observation. C'est que je me rends compte que ce type de pompe-là, avec toutes les stacks, si, admettons, pour une raison quelconque, il y a un ou quelques éléments piezo qui ne fonctionnent plus, ben, la pompe continue à fonctionner, mais elle n'a pas tout son volume. Elle ne poussera pas tout son volume, mais elle va continuer à fonctionner quand même. C'est ça. Ça ne l'empêchera pas de fonctionner. C'est vraiment bien. Oui. Puis il n'y a pas de frottement dans la pompe. C'est juste une membrane qui vibre, mais vraiment peu. Des fois, si on peut aussi augmenter le volume en augmentant la fréquence de vibration de ces choses-là, donc on peut quand même le moduler. Et on peut contrôler le volume de manière très précise. Mais effectivement, s'il y en a un qui lâche à un moment donné, ces piézos-là c'est rare. Ils ont quand même une durée de vie, mais je pense que c'est plus long que les moteurs qui tournent avec des brosses, tout ça. Je ne sais pas si Daniel, il avait fait un schéma où tu voyais le piezo avec le piezo déformé, l'effet de pompage. Je ne sais pas si tu as le dessin, c'est juste que je pense qu'il n'est pas là-dessus. Non, il n'est pas là-dessus. Un collègue qui m'a envoyé, je ne sais pas si tu l'as envoyé aussi. Oui. C'est sûrement... Ça va être explicatif. Ah, Benoît, c'est sûrement dû à une déformation causée par une pression excessive ou quelque chose, mais pas par un fonctionnement normal, j'imagine. Ça déforme-tu vraiment un fonctionnement normal? Un piezo? C'est le fonctionnement normal. Oh, oui, mais je dis déformé, mais rester, mettons, garder une mauvaise déformation, là. Non. Non, c'est ça. Ça peut pas arriver. Non. Oui, tu veux dire la plasticité, s'il se déforme puis il reste déformé. Non, parce que il faut encore faire des petites recherches, mais on les utilise aussi comme des micromanipulateurs. Ça veut dire qu'on a un stack ensemble, puis on fait pousser des objets avec des précisions nanométriques. Donc on a fait chez nous dans le laboratoire, puis ça fonctionne super bien. Donc le coût d'une pompe comme ça, en matériaux, ça prend quelques cents de plastique. Okay? Ça prend peut-être une demi-heure pour en imprimer 20 étages. Okay? Puis les piézos, si on en commande au-dessus de 500, ça coûte peut-être 2 cents par piézo. Donc c'est des piézos qu'on trouve dans les buzzers, là, les détecteurs de fumée. Donc une pompe comme ça peut coûter à plusieurs étages $1. C'est pas plus que ça. Ouais. C'est le temps de l'assembler qui va être un petit peu plus. C'est ça. C'est ça qui est la valeur finalement qui va dans la pompe. Ouais. Donc voilà, c'est du open source. Vous pouvez vous le faire chez vous à la maison. Et si vous en voulez un, c'est ça. Vous nous appelez. Et si vous voulez supporter notre communauté, encore, je prends ton, ton conseil pour Benoît. On a toujours un bouton sur notre site où vous pouvez encourager la communauté en faisant un petit don. Pourquoi? Parce qu'on donne nous aussi beaucoup au monde en créant ces technologies-là qui
qui sont accessibles à tout le monde. Donc, il n'y a pas de brevet là-dessus. OK? Voilà. Des questions? C'est ça. Vous vouliez pas faire tirer un morceau? Ouais, ça sent Le vendre, si vous voulez. Fait que ça, donc là, on va voir, Yann, tu sortiras ça dans ton petit panier. Ça va t'attirer, ça. OK? Pas de questions à la maison? C'est les avantages de venir en salle, tu peux le dire à la maison, que attirer des affaires, mais l'autre peut pas. C'est vrai, ça. Bon, Lise, c'est dommage, là, mais c'est juste pour te dire que ceux qui sont en salle, ils ont la chance de gagner des prix. Ah. Je veux pas écœurer. Celui qui était donc, mais c'est ça. Pas de questions pour Tibi? Il est trop fort pour nous autres. Peux-tu nous donner un peu, là, cet été, qu'est-ce qui s'est passé avec Sensorica? Je sais pas trop. Oui, avec plaisir. Comme toutes les organisations, on a eu aussi des problèmes. Puis j'avais une bonne discussion avec Benoît dans l'auto en venant ici. La collaboration, c'est pas toujours facile. Hein? C'est comme les mariages, c'est pas toujours facile. À un moment donné, on a des problèmes. Et donc, en tant que communauté, on avait pris une approche évolutive du design de notre organisation. On s'est dit, on va pas créer des règles parce qu'on est en train de bâtir une organisation qui n'a jamais existé. Okay? Donc, Sensorica, c'est un réseau ouvert. N'importe qui peut venir, contribuer avec des idées. Elle a un modèle de redistribution de revenus. Si en collaborant ensemble avec des gens comme John, qui est en Australie, on collabore ensemble, on comptabilise les contributions de chacun. John, il achète des pièces, il met du temps sur la programmation, il met du temps sur le design. On comptabilise tous ces contributions-là. Et à la fin, si on a un produit à vendre, mais on sait comment on va se redistribuer les revenus. Bon, voilà l'entente. Et donc, on s'est dit, on va partir à créer un nouveau système économique basé sur la collaboration à l'échelle planétaire, basé sur cette culture de open source, mais on ne sait pas comment on va mettre des règles en place ou c'est quoi la structure de ça. Okay? On s'est dit, on va le faire de manière itérative. On attend le problème que ça arrive, puis on met de la structure en place, on met de la gouvernance en place seulement si on a à répondre à un problème réel. Et donc, d'une certaine manière, on s'est exposé volontairement au problème. Okay? Et c'est sûr qu'il y a des problèmes. Et je pense que la plus grande barrière à ce genre d'économie-là, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille en collaboration. Les gens, ils arrivent dans le réseau avec des réflexes du monde normal dans lequel nous baignons maintenant, qu'on appelle encore normal, même si Benoît, il va peut-être avoir d'autres idées là-dessus. Et donc, ces gens-là arrivent, ils ne savent pas comment collaborer, comment partager leur savoir, leurs connaissances, et pourquoi le partage, c'est beaucoup plus efficace dans ce genre d'environnement que le non-partage. Et aussi le partage des revenus. Hein? Alors, oui, on a vu des gens qui arrivent chez Sensorica avec un grand sourire, on va collaborer ensemble, puis on va faire un produit ensemble, puis on va le livrer au marché, puis on va se partager les revenus. Et une fois que le produit est arrivé presque à être réalisé, ces gens-là, ils sont partis à faire leur affaire dans leur coin. Okay? Est-ce qu'ils vont aboutir? Je leur souhaite. De toute façon, ce qu'on veut, c'est répandre des technologies. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose tout seul. On a besoin d'une organisation, et cette organisation-là, traditionnellement, elle a été hiérarchique, et de plus en plus, elle est en ce moment distribuée, décentralisée. Okay? Et on n'a pas le choix que cette organisation-là soit décentralisée. Je ne peux pas contrôler John, qui est en Australie. Je ne peux pas lui dire quoi faire, je ne peux pas être là à côté de lui pour voir qu'est-ce qu'il fait. Tout ce que je peux savoir, c'est que John, il a produit un document, il a produit un logiciel, il a produit ci, il a produit ça, puis on s'entend comme ça, puis les choses avancent. Mais je ne peux pas le contrôler, puis il ne peut pas me contrôler. Okay? Alors, on est hors de la portée de l'un de l'autre, donc on n'a pas la possibilité d'agir sur quelqu'un avec la force. Donc, on voit toutes sortes de comportements, des gens qui arrivent, puis ils ne savent pas comment ça marche, cette patente-là, cet espace-là collaboratif. Et il y en a qui abusent, il y en a qui essayent d'abuser, il y en a qui essayent de partir avec le gâteau, ils pensent qu'ils vont traverser le désert seuls.
Puis à un moment donné, ils se plantent. Puis il y a eu un problème au mois d'avril, à peu près. Une couple de gens qui sont partis pour faire d'autres choses seuls, puis ça aboutit à rien parce que finalement, tu as besoin du réseau. Tu as besoin de l'être humain. Ça fait que là, maintenant, on est en train de comprendre pourquoi est-ce que c'est mieux de respecter certaines règles, certaines valeurs, certains principes de base, okay? Et ne pas jouer à l'avare, puis partir avec la chose en courant, parce qu'on ne va pas aller loin seul, puis on va même se détruire sa réputation. Puis ensuite, ça va être encore plus difficile à rebâtir une communauté. Et donc, ça n'a pas abouti à rien. Puis on a eu d'autres problèmes à la fin du mois d'août. On voulait passer à un régime un peu plus soutenable. Ça veut dire que ce qu'on demandait au mois d'août, on s'est dit, on arrête de vivre des subventions du gouvernement. Puis on contribue chacun au loyer, aux factures, on contribue chacun 50$ par personne. Ça ne prend pas beaucoup pour gérer un labo comme Sensorica. Et il y en a qui n'étaient pas contents. Alors voilà, ils sont allés payer des loyers de 600$ par mois et plus. Parce qu'à un moment donné, ils se sont frustrés, parce qu'à un moment donné, en se frustrant, c'est devenu personnel, parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus se supporter là, parce qu'ils ont fait la tête, puis la chicane a pogné. À cause qu'on demandait 50$ par personne pour payer le loyer. Okay? Donc il y a toutes sortes de comportements comme ça. Et je pense que la plus grande barrière, c'est la culture. Il y a un mot-clé, là, c'est responsabilité. Responsabilité. La culture, je veux dire, ça englobe pas mal de choses. Ouais. Mais je dirais, je dirais que le réseau a une grande capacité à se régénérer. Okay? Donc même, c'est une organisation qui est conçue pour avoir un flow. Ça veut dire, il y a des gens qui viennent, ils restent là un peu, puis là, ils s'en vont ailleurs, ils reviennent plus tard. Il n'y a pas d'engagement comme dans une compagnie, tu dois travailler 8 heures par jour. John, il se lève, puis il est passionné, puis il travaille quand il peut. Et des fois, il disparaît pendant une semaine. César, il a travaillé sur le système, puis il s'est pris 2 semaines parce qu'il avait un projet personnel. C'est correct. Donc, en autant qu'il y a la coordination et qu'il y a des mécanismes de capture, tu peux avoir un flow. Ça veut dire que les gens, ils peuvent venir, passer un peu de temps, déposer quelque chose, ça veut dire documenter, faire un prototype, le laisser dans le laboratoire pour que quelqu'un d'autre qui arrive puisse bâtir par-dessus. OK? Donc, c'est pas grave si tu as un flow des gens qui arrivent et des gens qui partent. Ça doit être naturel. Le type d'organisation est comme ça. En autant que ces mécanismes de capture sont efficaces. Ça veut dire que tu dois documenter, tu dois partager, tu dois laisser ta patente dans le laboratoire. Okay? Et tu dois loguer ton temps. Comme ça, quand tu vas partir, tes contributions sont déjà enregistrées, mais quelqu'un peut bâtir par-dessus. Si tu viens comme un autre, puis tu fais des choses, puis tu documentes rien, puis là tu pars avec, c'est que là tu viens juste d'extraire de la communauté pour faire ta chose, puis là tu pars avec, puis il n'y a rien qui reste dans le common, ça marche pas. Okay, puis ça fait aussi un peu partie des problèmes qu'on a eu au mois d'août. Okay. Ouais. Mais on est en train de se régénérer, et ce projet-là, ce qu'on appelle le Garden Manager, ce projet-là, c'est un projet maintenant qui est le plus vivant. Okay? Puis c'est de même que ça marche dans ces environnements-là. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui stannent, ils vont faire d'autres choses ailleurs. Puis il y a des projets qui se mettent à dormir. Puis là, il y a d'autres gens qui viennent, ils les ressuscitent. Puis ça continue encore un petit bout. Mais chaque projet avance comme ça par des bouts. Puis ce projet-là, c'est maintenant le projet le plus énergétique, le plus en vogue. Les drones, c'est toujours sur la tablette? C'est toujours dans le laboratoire, oui, c'est ça. Ces gars-là, ils sont toujours là, oui. Ouais. L'imprimante 3D aussi? L'imprimante 3D, donc Serge est parti, mais il y a Benoît et Étienne qui continuent toujours. On continue le projet, puis on a des versions en développement aussi qui vont améliorer dans le cadre du permaculteur, mais plus que ça aussi. Donc, l'idée, c'est de créer une communauté de gens qui vont vraiment en acheter pour qu'on puisse étendre le réseau de fabrication. Juste montrer cette pièce-là, qui est une des composantes qui sert à fabriquer cette imprimante-là. Elle s'est donc auto-imprimée. Donc, on est dans cette logique-là, et plus la communauté sera grande, plus on pourra le faire. Donc, c'est la façon à laquelle nous, on reprend la pôle
J'ai dit non parce que Étienne et moi, beaucoup. OK. Et puis éventuellement, ben, d'autres, ben oui, c'est sûr. Voilà, c'est pas fermé. Puis vous donnez des cours d'imprimante 3D, c'est ça? Puis vous vendez des imprimantes 3D, c'est ça? Tout à fait. Donc, vente à 1000, ben, Étienne va te dire 950 pour le génie, fait que c'est correct, 950. Oui, d'accord, pas de problème, on se voit Je peux après. participer à faire évoluer votre processus. Micro. Il y a des gens à la maison qui veulent entendre. Je peux aider à. Maintenant, j'en achète un. Oui. Je peux aider aussi dans le processus à produire des pièces pour vous aider à aller plus vite. Puis, Absolument. Ok. Et plus on sera nombreux, c'est dans une logique totalement opposée à ce qu'on est habitué d'entendre. C'est plus on sera nombreux à contaminer, moi, parfait, j'en achète un. contaminer les autres, mieux ça sera. C'est vraiment l'outil de base pour réussir à développer la mécanique. Puis on peut tout imprimer les pièces qu'on a développées. Ce qu'ils ont développé Tiberius, éventuellement, il va y avoir une version qui va pouvoir aller sur ce type d'imprimante-là aussi. Donc, on peut fabriquer nos propres systèmes. Puis si on veut, on peut suivre les cours. L'idée, c'est de bâtir des cours dans lesquels les gens peuvent venir, puis apprendre à monter leur propre jardin ou à imprimer leurs propres pièces, imprimer leur propre compo. Un coup que tu connais la mécanique, tu vas sur Internet, puis tu continues. Mais si tu le fais intelligemment, tu le fais en communauté. Tout ce que tu fais, tu le partages et tu offres aux autres ton expertise pour que les choses aillent plus vite. Quand on comprend le concept d'abondance, on comprend vite fait que plus on se donne, plus on va se libérer. C'est cheminant à faire. Mais c'est ça l'idée. Fait que donc, c'est oui ta réponse. C'est pas répondre. Merci. Puis ce que je vous montre là, c'est encore, ça montre la capacité de se régénérer d'un réseau. Un réseau, vraiment, c'est tu perds une branche, puis par affiliation, il y a un autre réseau qui vient se greffer. Donc, c'est des structures très organiques, qui sont très résilientes. Donc, ça, c'est une imprimante qui est faite par un ingénieur qui a fini ses études ici au Canada. Il est allé avec sa copine, sa femme maintenant, il vit en Colombie. Il travaille avec un paquet d'ingénieurs sur cette imprimante-là. Et donc, il est venu chez Sensorica pendant l'été. Il était en vacances ici pour voir un peu sa famille. Et il a beaucoup aimé le concept du réseau de Sensorica et de partage de revenus. Alors, il s'est dit, pourquoi ne pas prendre ces imprimantes-là qu'on les a designées en Colombie, puis les distribuer localement à travers le réseau Sensorica au Canada. Donc, là, on travaille sur... c'est encore tôt, mais on travaille depuis 1 mois et demi sur la mise en place de la logistique et de la structure légale autour de cette collaboration-là internationale pour commercialiser ce produit-là, qui serait un produit Sensorica/Innovo. C'est une possibilité aussi que les génies puissent en vendre? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est ça pour dire que la 3D est tellement importante pour Sensorica qu'on ne va jamais se débarrasser de ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet à nous-mêmes de faire les choses puis d'itérer. Je veux dire, on a eu cette pompe-là, je l'ai testée avec Benoît. Après ça, on s'est assis, on a fait un peu du Google, puis on s'est inspiré pour d'autres designs. Le lendemain, j'étais à la maison en train de penser. J'étais arrivé au laboratoire, je l'ai designé avec mon frère, ça nous a pris 2-3 heures. Puis, quelques heures plus tard, on l'avait entre mes mains. J'ai juste pas eu le temps de l'assembler pour faire un démo live ici. J'ai une vidéo sur l'internet sur celle-là. Elle est sur le site de Sensorica, on va la voir en train de marcher. C'est ça. Mais il va certainement avoir une vidéo dans 2-3 jours. Dans un contexte de développement conventionnel où il faut développer le budget, établir combien de temps ça va prendre, aller après ça au conseil d'administration, que ce soit une coopérative ou une entreprise privée, c'est encore le même niaisage. Là, 3-4 mois plus tard, tu finis par avoir ton budget qui va te permettre de passer tes 3 heures que tu aurais pu passer largement, puis ça a fait dépenser je sais pas combien. Il y a quelque chose qui est en révolution présentement. Fait à bon entendeur, salut. Cool. Tibi, as-tu terminé? Au moins qu'il y a... Avez-vous des questions? J'ai hâte de participer. Cool. Merci beaucoup, Tiberius. Merci, Tiberius. Combien de temps ta présentation, Benoît?